Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin. Et nous sommes dans le studio d'Europe 1 avec Rachel Kahn. Bonsoir Rachel, Pascal. Essayiste, écrivaine. Je voulais dire un mot de votre dernier ouvrage, on va le citer, Encore debout, La République à l'épreuve des mots, livre qui a été publié en avril, mais qui raconte bien un peu cette période actuelle où le dialogue social est plus que compliqué. Bon courage Michel Barnier, parce que c'est lui qui va devoir s'y coller. C'est vrai, avec la montée des idéologies radicales. C'est vrai que c'est d'actualité. C'est vrai que je l'ai écrit il est sorti au mois de mai plutôt, et on est très précisément dans ce contexte-là, c'est-à-dire des radicalités avec des personnes qui ont des mantras, la police tue, l'extrême droite, de l'autre côté aussi des marqueurs qui empêchent le dialogue. Finalement, ce livre, c'est un miracle que la République tienne encore debout alors que nous ne parlons plus le même langage et alors que certains partis ne veulent plus que nous parlions le même langage. Et là, Michel Barnier, lui, ce qu'il doit faire, c'est rétablir le dialogue pour relever la France. Ben justement, on va en parler. Paul Melun, évidemment, est avec nous, écrivain et essayiste. On va en parler. Je voulais vous dire une chose, je ne sais pas si vous avez écouté les mots de Michel Barnier, qui est allé à la rencontre du personnel hospitalier tout à l'heure à l'hôpital Necker et qui a tenu une conférence de presse aux alentours de 17h. Ces mots, c'était vraiment le consensus. Je vais parler, je vais écouter, je suis à l'écoute des Français. Il n'est pas sorti grand-chose, effectivement, des mots du Premier ministre. Mais il envoie ce message. C'est vrai que il se retrouve à la tête d'un gouvernement qu'il va devoir former. Enfin, c'est un casse-tête sans nom, vu le contexte, non ? C'est-à-dire que il n'y a pas de mesures qui en ressortent, mais ce qu'il a dit est l'élément majeur. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le dialogue. Alors que là, on l'a vu avec la manifestation et puis les extraits que vous avez pu nous faire écouter, cette volonté de ne pas dialoguer, cette volonté finalement de disqualifier, alors qu'il n'est même pas encore... il a été nommé il y a à peine 48 heures, cette volonté d'insuffler de la haine dans la société, et puis cette volonté de raconter un récit qui n'existe pas, avec toujours Lucie Casté et des drapeaux palestiniens et j'en passe. Mais ça, on va y revenir. Non, mais ça, on va y revenir, parce que les drapeaux palestiniens, pardon, Paul Melun, je ne vous ai pas encore donné la parole, non, je vous en prie. Mais je ne comprends pas, et je ne comprendrai jamais ce que font les drapeaux palestiniens dans des manifestations en France. On en est encore là. Je ne comprends pas. Non, mais expliquez-moi. Je ne sais pas si les auditeurs d'Europe 1 comprennent. Moi, je ne comprends pas. Rima Hassan, qui était encore aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, en terre de... Qu'est-ce que le conflit israélo-palestinien vient faire en France ? Expliquez-moi. Les auditeurs d'Europe 1, je suis persuadée qu'il y a plein d'auditeurs d'Europe 1 qui sont comme moi et qui ne comprennent rien. Mais on est tous, cher Pascal, un peu incrédules devant cette stratégie du pire de la France insoumise. Ce sont des gens qui ont fait campagne aux européennes sur le conflit israélo-palestinien, campagne aux législatives sur le conflit israélo-palestinien, et qui maintenant, pour nous dire que Michel Barnier serait illégitime, agite des drapeaux palestiniens. Alors, qui est légitime à gouverner en France ? C'est un leader palestinien ? C'est pas sérieux. Ce sont des gens qui, si vous voulez, sont dans une logique du pire. Cette logique, elle s'appelle le clientélisme, c'est-à-dire flatter une certaine partie de l'électorat pour constituer une nouvelle base. Et ça, c'est la stratégie maintenant bien connue de Jean-Luc Mélenchon, vieille stratégie trotskiste, la conflictualisation, la pagaille dans le pays, et au milieu de cette pagaille, un électorat qu'on pourrait appeler un électorat de substitution. La gauche a perdu, la gauche mélenchoniste en tout cas, un certain nombre de positions vis-à-vis des Français, du peuple français dans les campagnes notamment, et ils vont chercher un nouvel électorat. Je tiens quand même à dire que cette position-là à gauche, bien que très visible, n'est heureusement pas hégémonique, et qu'il existe des gens, comme François Ruffin d'ailleurs, qui ont quitté LFI pour cette raison-là, parce que lui, il parlait aussi aux Français des campagnes, qu'il existe une gauche social-démocrate, par exemple Bernard Cazeneuve, même si elle n'est pas suffisamment écoutée à mon goût, elle existe, et que ces gens-là, Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, phagocytent la gauche avec leurs propositions mortifères, mais qu'il n'y a pas que, et heureusement. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, juste en lien avec cette actualité, parce que on va revenir sur la faible mobilisation et les mots de Michel Barnier. Mais puisque vous avez parlé de ces drapeaux palestiniens, Rachel Kahn, je rebondis. Est-ce que vous avez vu que le festival Shalom Europa à Strasbourg a été annulé à cause de menaces? C'est un festival qui existe depuis des dizaines d'années. Là aussi, je ne comprends pas comment la communauté juive de France, aujourd'hui, vit sous une pression incroyable. J'ai le sentiment qu'on s'est petit à petit, alors on s'est insurgé puis on l'entend moins ça. On s'est habitué. On s'est habitué
on s'est habitué à cet antisémitisme qui est en train de s'installer. Non mais c'est quand même, c'est dingue. C'est dingue. Et alors vous voyez les drapeaux palestiniens, et je reviendrai ensuite sur ce festival, mais les drapeaux palestiniens qui instrumentalisent les droits de l'homme, qui instrumentalisent la lutte contre le racisme, qui mettent le masque de l'humanisme et du cessez-le-feu, etc. Alors que vous voyez bien que cette manifestation, les mots qui sont scandés, ce ne sont que des mots de haine, de chaos et effectivement morbides. Et là encore, ce festival qui s'appelle Shalom, c'est-à-dire qui s'appelle la paix en hébreu, eh bien, avec ces personnes qui subissent des intimidations, des menaces de mort, qui vivent en fait depuis des mois, puisque déjà au mois de juin, ce festival a été annulé déjà. Donc il a été reporté, puis finalement, on a appris aujourd'hui qu'il se tiendrait pas. De vivre en fait avec cette LFI qui a insufflé cette haine du juif dans tous les pores de la société pour que finalement la société soit ultra fragilisée par rapport à cette situation-là. C'est-à-dire, alors heureusement qu'il y a des personnes qui se lèvent, mais là, une annulation d'un festival qui s'appelle Shalom, c'est tellement symbolique. Non mais incroyable, un festival à cause des menaces, Paul Melun. Oui, mais c'est terrifiant et Rachel avait raison. C'est-à-dire qu'on revient toujours à ce nouvel âge de l'antisémitisme finalement, qui fait que lorsque des athlètes de confession juive se présentent, eh bien, on a besoin de leur mettre des policiers derrière eux, de les mettre sous protection, sous escorte, que il y a cet amalgame d'ailleurs qui est fait et qui est entretenu notamment par l'extrême gauche entre la politique extérieure israélienne et les juifs de France. Et c'est là que l'antisémitisme arrive, parce qu'on a le droit de critiquer la politique de Benjamin Netanyahou, mais par contre on n'a pas le droit d'être antisémite. Et il n'y a, regardez bien les conflits internationaux, il n'y a guère que les juifs pour être les victimes de cela. Est-ce que par exemple, il y a les Chinois avec les Ouïghours, est-ce que quand on voit un citoyen chinois, on lui dit mais tu es responsable de la politique de Xi Jinping, on serait fou de faire ça. Ou quand on voit un Russe en France, lui dire vous êtes responsable de la politique de Poutine en Ukraine, et la liste serait longue. Bien sûr, personne ne fait ça avec personne, sauf avec les juifs. Et ça s'appelle l'antisémitisme, et ça c'est entretenu, et c'est absolument insupportable. Donc on a raison de ne pas trembler là-dessus. Je pense, en tout cas moi je donne plutôt le crédit là-dessus à Michel Barnier d'agir contre cet antisémitisme-là. Il a, avant d'avoir été Premier ministre, eu des positions très fermes et très claires à ce sujet-là. Emmanuel Macron d'ailleurs aussi. Donc je pense qu'il va falloir agir, mais en tout cas ceux qui instrumentalisent ça, ceux qui font de l'antisionisme primaire, ceux qui, par ces démonstrations de force dans la rue, comme aujourd'hui nous l'avons vécu, mettent en place les conditions, réunissent les conditions de cet antisémitisme-là, et bien ces gens-là, ils n'ont vraiment pas à être fiers aujourd'hui. Bon, on va revenir sur la mobilisation. Ça c'est dit, on aura certainement l'occasion d'y revenir. J'interrogerai d'ailleurs à ce sujet Mathieu Vallée, eurodéputé RN, qui sera mon invité à 19h30 sur Europe 1. Je voudrais peut-être qu'on écoute. Allez, tiens, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. On va revenir sur cet appel à la mobilisation. Jean-Luc Mélenchon qui est monté au créneau, qui a demandé effectivement aux Français de descendre dans la rue. Il a parlé de coup de force d'Emmanuel Macron. Bon, quelques milliers de personnes en région. 26 000 à Paris. 26 000 à Paris selon la préfecture de police. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Macron, la démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné. C'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu. Il n'y aura pas de trêve derrière la violence que vous êtes en train de faire. Car s'il n'y a plus aucune règle, alors vous entrez dans un monde où c'est la loi du plus fort. Et alors, la loi du plus fort, je vous le dis d'avance, le plus fort dans ce pays, c'est son peuple. Voilà pour les mots de Jean-Luc Mélenchon, qui était donc en tête de cortège avec Manon Aubry, Mathilde Panot, Arima Hassan, je le disais tout à l'heure. Bon, ça fait un peu plouf, non, Rachel Kahn, ça a fait plouf. Mais il est tellement dangereux, Jean-Luc Mélenchon. Il est dangereux pour nous. Parce que c'est un excellent tribun. Ouais, il est pour nous en tant que citoyens. On parlait tout à l'heure de la communauté juive à tel point que ces ricanements et ces autres tweets sur X qui mettent des cibles sur le dos des personnes, et notamment de la présidente de l'Assemblée nationale, ou ces ricanements sur Elisabeth Borne, sur Rescapé, etc. Il fait tellement de mal parce que il instrumentalise les névroses sociales, les violences personnelle, la volonté, en fait, notamment de la jeunesse, de descendre dans la rue pour bordéliser ce pays, et il entache nos piliers démocratiques. Alors là, ce qu'on a vécu, effectivement, c'est un flop parce que nous sommes fatigués de Jean-Luc Mélenchon. On est épuisés de lui, de ses paroles qui mènent finalement au chaos, en fait, qui n'ont que cette volonté-là. Et puis, il essaie d'incarner Robespierre, mais nous, on veut pas de révolution. On veut simplement que la République soit debout.
Mais je crois que vous avez raison, parce que les Français, pardon, excusez-moi Paul Melun, je vais vous poser la question. C'est vrai qu'une majorité de Français reconnaît qu'Emmanuel Macron a choisi Michel Barnier, est un peu étonné en tout cas de ce choix. Bon, mais je crois que les Français n'ont pas envie d'avoir, pardon, mais le bazar en France. Mais oui. Mais bien sûr, non mais ça, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas compris, ou en tout cas fait mine de ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'il est dans la théorie, Jean-Luc Mélenchon, je le disais tout à l'heure, du chaos. Il croit que nous sommes aujourd'hui en 1789, ou peut-être en 1788. Il croit qu'on est en 1917 face à la Russie tsariste. Il imagine que va arriver un leader suprême pour renverser le système et l'ordre établi. Et ce leader suprême, magie, c'est lui. Parce que depuis, en tout cas, qu'il a créé son parti, il n'a pas fait beaucoup de démocratie interne et il s'est imposé comme un leader incontesté, et surtout incontestable, puisqu'il a purgé tous ceux qui osaient contester son leadership. Donc, il est dans la tradition des grands leaders révolutionnaires, et en tout cas, il s'inscrit là-dedans. Bon, je pense qu'il est un peu seul. Le fait que cette mobilisation aujourd'hui fasse flop, effectivement, au vu des chiffres statistiques, il faut le dire, ça prouve que cette stratégie-là, en tout cas, elle récolte pas l'aval d'une majorité de Français. Et que, vous le disiez Pascal, une bonne partie des Français aspirent plutôt à la stabilité institutionnelle, voient peut-être Michel Barnier, en tout cas pour 42% d'entre eux, si je dis pas de bêtises, d'un bon œil, se disant, bon, cet homme-là va peut-être permettre un peu de stabilité, un peu de calme, et je crois qu'au fond, c'est aussi de ça dont la France a besoin. Il y a besoin de changements fondamentaux, il y a les Français qui ont voté pour ça, il y a besoin de rupture, mais cette rupture, elle ne doit pas se faire dans le sang, dans les larmes ou dans la violence. Cette rupture, elle doit se faire de façon ordonnée, stable, en tenant compte des différents points de vue. Ça va être le travail de Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Il va pas pouvoir gouverner seul, de toute façon. Peut-être qu'il va passer certains textes avec la gauche parce qu'il aura besoin des votes de certains au NFP, pourquoi pas le PS. Peut-être que sur le régalien, il aura besoin, il faudra peut-être poser la question à Monsieur Vallée tout à l'heure, de certains votes du Rassemblement national. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va devoir être l'homme du consensus. Exactement. Il a su le faire pour la négociation avec le Brexit. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Bon, Michel Barnier a dit tout à l'heure, au secteur hospitalier, on va pas faire des miracles. C'est peut-être aussi la même chose pour les autres secteurs et les autres thèmes. Écoutez le Premier ministre. Si vous tombez sur un Premier ministre qui vous dit qu'il va faire des miracles, méfiez-vous. Moi, je suis pas là pour raconter des histoires aux gens. Je veux dire la vérité. Mais on peut faire dans beaucoup de domaines, la santé, l'école, le logement, les problèmes de la vie quotidienne des Français, la revalorisation du travail. Sans faire de miracles, on peut faire des progrès. Alors demandez-moi de faire des progrès, ça c'est la réalité même, c'est l'essence même de la politique, de faire des progrès, de créer du progrès collectif, pas des miracles. Voilà, des progrès, mais pas des miracles. On va commenter cette sortie de Michel Barnier dans un tout petit instant sur Europe 1. À suivre le journal permanent. Mathieu Vallée, eurodéputé RN, est aussi mon invité. À tout de suite sur Europe 1.